La Suisse a joué le huitième de finale le moins emballant de cette Coupe du Monde 2026. Mais surtout, elle l'a gagné. Et c'est ainsi qu'elle marque l'histoire. La Suisse est en quart de finale et elle ne fait pas tâche dans ce tableau. Même si ce succès contre la Colombie n'est franchement pas le plus agréable à analyser avec cette victoire au tir au but. D'ailleurs, de ces pénaux, on va en parler en introduction de cette vidéo. Et après, on essaiera de comprendre deux choses. Un, pourquoi la Suisse n'a pas gagné dans les 120 premières minutes. Et deux, pourquoi elle n'a pas perdu dans ce même laps de temps. Ça pourra servir d'indication avant de jouer l'Argentine en quart de finale dans la nuit de samedi à dimanche. Allez, on regarde les compos et les stats avant de démarrer l'analyse. Évidemment, dans la journée de mardi, tout tournait autour de l'absence éventuelle de Yohan Manzambi. Elle s'est confirmée avec cette blessure au genou. Ce serait quand même pas étonnant qu'il ne soit plus là d'ici à la fin de la Coupe du Monde, mais il faudra quand même suivre. Et il y avait aussi les incertitudes autour d'Ebicher, en effet forfait, et de Vargas, qui lui était sur le banc, comme Djibril Sow, qui était aussi incertain. Bref, dans ce contexte, évidemment, on attendait de voir la composition d'équipe que Murat Yakin allait mettre. Et il n'y avait quand même pas beaucoup de solutions. Il y avait un joueur qui s'imposait, c'était Fabien Rieder, en l'occurrence qui a commencé côté droit. Mais la surprise de Yakin, que j'avais même pas pris en considération, parce que pour moi, c'était le remplaçant uniquement de Xhaka ou de Freuler, c'est Jachari. Et Jachari, qui a été aligné presque poste pour poste pour Manzambi, proche de Mbolo, très haut dans le terrain. Et là, à mon avis, on a touché une des limites de l'adaptabilité de Yakin avec son équipe. Je pense que mettre Yachari dans ce contexte-là, avec ces consignes-là qu'on va évoquer ensuite, c'était quand même pas lui faire un cadeau. Reader côté droit, ça peut se faire. Le fait est que ça n'a pas fonctionné non plus. L'autre chose qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'on perd du coup l'association Zakaria-Endoy, qui me fonctionnait bien côté droit contre l'Algérie. Je pense que si Yakin fait ça, c'est qu'en effet Vargas n'est pas disponible sur ce match, en tout cas pas disponible pour commencer. Et à partir du moment où Vargas n'est pas là, Endoy commence à gauche. Si Vargas est là, Endoy visiblement commence à droite. Pour ce qui est des stats, on l'a dit, match peu emballant et surtout match très peu productif de la part de l'équipe de Suisse. On est un peu à l'inverse du match contre l'Algérie où la Suisse avait énormément produit en ayant peu le ballon. Là, la Suisse a pas mal eu le ballon, elle a pas mal été dans le camp adverse, mais pour au final en tirer quasiment rien ou très peu dans le jeu. Elle a concédé plus d'occasions à la Colombie que ce qu'elle s'est elle-même créée. Ça ne veut pas dire que la Colombie était beaucoup plus productive, c'est-à-dire que la Colombie a peut-être mieux profité des erreurs que la Suisse a faites, mais ce n'était pas non plus une démonstration d'efficacité et de productivité offensive de la Colombie. Globalement, il ne faut pas se tromper, match très neutre, très peu intéressant, où heureusement qu'il y avait de la tension pour animer un petit peu l'emballement qui pouvait exister autour de ce match. Mais ce match-là, ce n'est pas un match à revoir, ce n'est pas un match à regarder, c'est un match duquel il n'y a quand même pas grand-chose à tirer. En fait, c'est presque assez naturellement que ça s'est terminé sur des tirs au but. Vu la dynamique de match, vu la façon dont les deux équipes jouaient et la prudence qu'elles pouvaient avoir, et notamment de la part de la Suisse, les tirs au but étaient un élément décisif et devaient être l'élément qui allait décider de ce match. Moi, ce qui m'intéresse, et on va l'évoquer tout de suite, c'est que les pénaux ont été bien gérés par la Suisse. Quand je dis bien gérés, c'est pas forcément qu'ils ont été très bien frappés, même si globalement Amdouni, Itten, Vargas ont bien géré leur tentative. Chacun c'était suffisamment puissant pour que ce ne soit pas arrêté. Mais en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que j'ai eu le sentiment que la Suisse a vraiment préparé ses tirs au but. Moi, c'est quelque chose qui m'avait gêné il y a 2 ans à l'Euro 2024 contre l'Angleterre, où j'avais l'impression que l'Angleterre était beaucoup mieux préparée à cet exercice-là que la Suisse. Avec, et c'est ça qui est peut-être même le plus important dans les tirs au but, c'est qu'il y ait des rituels, c'est qu'il y ait des choses qui permettent de dégager une énergie positive et de mettre en confiance un petit peu toute l'équipe. Et pour moi, le plus marquant, c'est le fait qu'à chaque tentative, il y ait une forme d'émulation générale derrière la tentative, qu'importe son issue, avec toute l'équipe qui félicite celui qui vient de tirer, qui vient le chercher presque après sa tentative. Quand c'est réussi, comme Amdouni, comme Xhaka, c'est félicité, c'est pour le congratuler. Quand c'est loupé, eh ben, comme pour Akanji, on a le même nombre de personnes autour de lui avec la même dynamique positive qui est créée. Et ça, il y a quand même beaucoup d'études qui l'ont montré à quel point ça pouvait être favorable. Et Yakin d'ailleurs l'a dit que les tirs au but avaient été préparés, il y avait une espèce de mise en condition qui avait été faite à l'entraînement. Bref, moi, sur ce match-là, j'ai eu le sentiment que la Suisse avait soigné ce détail-là. Et en plus, il y a l'attitude de Kobel sur sa ligne, en bougeant beaucoup, en essayant de jouer un rôle, d'être actif. Et je ne dis pas que c'est pour ça qu'il y a 2 pénaltys colombiens qui sont manqués, mais je pense que ça a un impact. Et les pénaltys, c'est souvent une affaire de petites choses qu'on met ensemble qui permettent que ça se termine bien.
la Suisse avait l'air mieux préparée que la Colombie, et je pense que la Suisse a mérité sa victoire sur les tirs au but, j'entends. On va se lancer dans l'analyse du match tel qu'il a été, donc les 120 minutes. Et le premier thème que je veux aborder, c'est pourquoi la Suisse n'a pas gagné ce match. En gros, c'est essayer de comprendre pourquoi la Suisse n'a pas marqué de but dans ce match-là. Alors ça part évidemment des choix de départ, et surtout de l'absence de Yohan Manzambi. C'est un rôle évident, et on savait que ce serait compliqué de le remplacer. D'ailleurs, c'est pas un hasard qu'à chaque fois qu'il a été sur le banc en début de Coupe du Monde, on appelait de sa titularisation parce qu'on voyait bien que c'était lui qui pouvait un petit peu changer la donne. Yakin a donc choisi Ardon Jashari. Ardon Jashari, il faut quand même bien situer que c'est un 6 de formation, en tout cas c'est comme ça qu'il est arrivé au plus haut niveau, un peu à la Xhaka, il y a une inspiration de Xhaka, qu'il a quasiment toujours joué comme ça, et même s'il y a des moments dans sa carrière, que ce soit à Lucerne, que ce soit à Bruges, où il a pu être capable de se projeter dans la surface, c'est des moments où il était en pleine confiance. Plus il accumule la confiance, plus il est capable de se projeter. Par contre, le faire démarrer haut, ça veut dire le mettre dans un rôle, dans une situation qui lui convient pas vraiment. En fait, on va comprendre assez vite que naturellement, Jashari est attiré par la construction, plus que par être dans la densité à attendre le ballon. Et on voit que déjà sur la première action de possession de l'équipe de Suisse, il est très bas, présent dans un 4-3-3, et c'est Freuler à l'opposé qui doit presque compenser en apportant du monde, du soutien en attaque. Et autre aspect de ces choix de départ de Yakin, c'est le fait que Rieder, qui part du côté droit pour venir à l'intérieur, là on retrouve une animation qu'on a eue sur plusieurs matchs où le milieu droit, ça a pu être Ebicher, ça a pu être Sceaux, est amené à rentrer à l'intérieur. On a un ailier côté gauche et un milieu plutôt axial côté droit qui vient à l'intérieur. De fait, on a plusieurs joueurs qui sont à l'intérieur du jeu. Jashari, Rieder, mais là c'est une animation qu'on connaît avec Zakaria qui est sur le côté. Bref, Xhaka, Jashari, Rieder, Freuler, plus Mbolo, on a du monde à l'intérieur du jeu côté suisse et on doit être capable de combiner dans des espaces qui sont réduits. Et très vite, on va se rendre compte qu'un Jashari, il n'est pas à son aise aussi haut dans le terrain, être dans le petit jeu très haut. Et il se fait rapidement, souvent, subtiliser la balle dans des situations qui devraient être favorables. On voit assez régulièrement que Jashari n'a pas ses réflexes de numéro 10, de joueur de soutien, être proche pour combiner dans des espaces qui sont réduits. Et souvent, en fait, ce qu'on va se rendre compte avec Jashari dans ce match, c'est il manque de vivacité. Il ne sent pas vraiment les moments où ça doit aller vite et combiner dans des petits espaces. Là, c'est une action tout bête, il doit être proche d'Mbolo, mais il ne réagit pas en fait. Il est pris par la vitesse, par le rythme de ce que demande ce rôle. Et on va aboutir à beaucoup de pertes de balles comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un joueur pertinent ou un joueur de haut niveau, parce qu'il a quand même des inspirations qui montrent qu'il sent bien le jeu. Dès qu'on lui laisse un petit peu de temps, dès qu'il peut sortir de la densité, là, la manière dont il envoie Endoy en une touche, en profondeur, c'est des choses qu'on a très peu vues, mais le fait est que lui, il les a fait. Lui, il a eu l'inspiration à la passe pour amener quelque chose, même si Endoy n'en profite pas. En fait, ce qu'on remarque assez naturellement, c'est que Jashari, il a besoin de sortir de la densité. Ce n'est pas un joueur qu'on peut positionner haut sur le terrain et qui va se mettre face au jeu. Non. Quand il est haut sur le terrain, et là on a une action typique, il décroche pour sortir de la densité, il a une prise de balle qui lui permet de sortir de la densité, de revenir en arrière, de se donner de l'espace. Et ensuite, dès qu'il a un peu d'espace, dès qu'il est un peu plus bas sur le terrain, là il peut trouver une passe qui va aller vers l'avant. Et là il va lancer Xhaka. Alors ça ne va pas fonctionner, mais c'est quand même une inspiration qu'il y a peu de joueurs qui sont capables de faire. On se rend compte finalement que Jashari n'est pas à sa place. Tous les ballons qui touchent dos au jeu sont quasiment perdus. Il crée même parfois, comme ici, des situations de but pour l'adversaire et ça commence à devenir assez dangereux à gérer. Faut quand même se rendre compte que Jashari, sur cette première mi-temps, il perd 10 ballons. 10 ballons perdus en une mi-temps pour un milieu qui doit être un milieu de… En l'occurrence, lui, c'est un milieu de conservation. C'est clair que ce n'est pas dans ses standards et ça dit quelque chose quand même sur le rôle qui lui a été assigné. Peut-être aussi le niveau, sachant qu'il a très peu joué depuis le début de cette Coupe du Monde, peut-être le rythme, mais au moins aussi quelque chose sur le rôle qui lui a été assigné par Murat Yakin. En fait, on a très rapidement vu dans ce match qu'il y a un joueur qui se comportait un petit peu mieux à l'intérieur, c'était Rieder, que quand il partait de la droite et qu'il venait vers l'intérieur, il avait quand même des attitudes, des choix qui étaient beaucoup plus pertinents. Il est capable de résister beaucoup mieux au duel, comme ici où il va se créer une occasion juste sur la base de son intensité et la capacité à se mettre vers l'avant. Ou simplement, il n'a pas peur de la pression, il résiste au duel. Ok, il sort de la pression, il sort de la densité, mais au moins, la Suisse conserve le ballon. En fait, la logique là-dedans, et ça, il faut quand même reconnaître à Yakin que c'était un choix qui s'imposait, c'est sortir Jashari, c'est mettre Rieder dans cette position numéro 10, 9,5 en soutien de Mbolo,
Et en l'occurrence, il a choisi de mettre Djibril Sow à droite, retrouver une animation qu'on a vue contre la Bosnie avec un des joueurs qui va vers l'intérieur du jeu. La Suisse, grâce à ce choix, elle va gagner en fluidité et un petit peu en créativité, notamment par Rieder et par Sow qui va quand même faciliter le jeu. Et on a au moins 2 joueurs qui semblent dans un rôle qui leur correspond un tout petit peu mieux. On voit ici Rieder, la capacité à se mettre vers l'avant, à mettre une passe rapidement vers l'avant. Peu importe le fait qu'il y ait du monde autour de lui, il sent quand même un petit peu le jeu en étant un petit peu plus haut que Jachari. Et là, c'est une action qui continue. Et là, on a un Rieder proche de la surface, vraiment dans la densité. Et là, c'est quand même assez intéressant. C'est que lui, il résiste vraiment à ça dos au jeu. Et là, en l'occurrence, il obtient même une faute. Il a quand même des inspirations qui sont bien plus adaptées à ce rôle que ce que Jachari avait. Donc là, Murat Yakin règle déjà un problème. Il met des joueurs dans des rôles qui leur correspondent un petit peu mieux, avec un esprit plutôt défensif, mais en tout cas des joueurs qui sont à peu près à des places qui leur correspondent. Le problème d'après qui va surgir et qui va se voir en fait sur quasiment tout le match, c'est que la Suisse a beaucoup de peine à animer le dernier tiers du terrain. La Suisse arrive à développer du jeu, arrive à sortir de la pression, arrive à avancer. Alors des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais globalement la Suisse y arrive. En face, la Colombie place un 4-4-2, mais qui est très compact, très agressif dans l'axe. Donc déjà de base, c'est compliqué de passer à l'intérieur. Et là, on a par exemple un Xhaka qui décroche, qui vient former une ligne de 3 au départ, juste pour au moins sortir de la pression. Ça, c'est le premier souci que la Suisse doit résoudre. Elle y arrive plutôt bien, elle arrive à avoir la possession, elle arrive à grimper du terrain, à gagner du terrain et arriver dans le camp adverse. Son schéma préférentiel, ça va être de passer côté gauche. Parce qu'il y a Rodriguez, parce qu'il y a Ndoye et parce qu'il y a un petit peu plus de fluidité que côté droit qu'on a quasiment délaissé. Côté gauche, il y a quelques situations qui se créent, ça arrive de Rodriguez notamment. Là, Ndoye loupe sa frappe. Mais la Suisse va être confrontée à un problème, celui de passer par ailleurs que le côté gauche. Je vous mets 3 schémas là en dessous, et ensuite on les expliquera. D'abord la heatmap, la carte de chaleur. On voit clairement que côté gauche, il y a quand même de l'activité. Côté droit, un tout petit peu, mais ça s'arrête assez haut. C'est franchement pas à la hauteur du côté gauche. Et surtout, à l'intérieur du jeu, là, il n'y a pas d'idée, pas d'animation, le ballon ne passe pas. L'axe est certes bien protégé par la Colombie, mais surtout, il n'y a pas de joueur finalement créatif. On n'a pas Monzambi, il n'y a presque plus de raison de passer par l'intérieur du jeu. Deuxième schéma, c'est les XT, Expected Threat, c'est-à-dire la probabilité qu'une passe, qu'une action plus bas dans le terrain crée du danger pour ensuite arriver au but. Et là, en fait, on voit assez clairement que les actions à danger probable, elles se passent surtout côté gauche, un petit peu côté droit et pas du tout à l'intérieur du jeu. Et ça va se poursuivre jusque dans la surface où il n'y a aucun ballon qui est touché dans la zone devant les 5 mètres, si on veut. C'est tout sur les côtés de la surface, qui sont des zones qui peuvent être dangereuses, mais il y a un moment, il faut toucher des ballons dans l'axe du but pour essayer au moins de marquer. Et en fait, le seul ballon qui est touché près du point de pénalty, ça va être une occasion pour Sow en début de deuxième mi-temps. Donc ce que je dis, c'est que l'axe a été très très mal occupé dans ce match par l'équipe de Suisse. Il y a des zones qui vont être quasiment oubliées. Là, Xhaka a la balle dans une zone qui est intéressante, il va vouloir la mettre finalement plein axe, enfin, dans le demi-espace, là où on peut vraiment créer du danger. Personne ne le sent. Alors la passe de Xhaka va être manquée, et ça il faut quand même le reconnaître, mais il y a quand même des joueurs qui ne sentent pas ces zones-là. Là, c'est une action de Zakaria et de Sow côté droit. Zakaria est lancé, il n'est pas accompagné. Le côté droit a été délaissé par l'équipe de Suisse à partir du moment où on décide de mettre un milieu sur ce côté, en position d'ailier. Donc Zakaria est un petit peu laissé à lui-même, il est peu accompagné, et du coup, il y a peu de créativité, peu de choses qui arrivent de ce côté-là. Zakaria est vraiment tout seul en 1 contre 1, et on n'est quand même pas dans ses meilleures qualités. Mbolo va venir en soutien, la Suisse va perdre la balle, et ça ne va rien donner. Maintenant, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que ce n'était pas si évident de passer par l'intérieur du jeu, surtout avec le manque de joueurs de créativité auquel la Suisse faisait face. Ce qui est difficile en fait avec cette Colombie, c'est que dès que la balle arrive à l'intérieur, il y a beaucoup, mais alors beaucoup d'agressivité. Là, c'est un exemple en prolongation avec Amdouni, qui est pourtant un joueur qui peut recevoir le ballon dans des zones denses, mais là, il a 4 joueurs directement autour de lui qui vont évidemment le forcer à être dans la difficulté. Même s'il s'en sort à peu près correctement, en faisant faute derrière.
Autre souci d'animation du dernier tiers. Pour marquer depuis la surface, il faut être dans la surface. La Suisse a très mal occupé cette surface de réparation, notamment sur la première mi-temps. Là, on a l'exemple d'un centre de Rodriguez. Le seul joueur qui est dans la surface, c'est Mbolo. Rieder s'en rapproche, Jachari est très bas. À partir de là, c'est quand même compliqué de menacer vraiment la Colombie. Et c'est un souci qui va se répercuter plusieurs fois. Sander Rodriguez, Mbolo dans la surface, Rieder arrive de loin, Jachari est à 30 mètres du but. C'est un souci qui va être un petit peu réglé en deuxième mi-temps avec l'entrée de Sceaux, qui va déjà être plus attiré par la surface. Le fait de mettre Rieder en axe, ça l'attire aussi, ça le rapproche aussi de cette zone-là, et donc c'est pas plus mal. Et on sent qu'il y a quand même une prise de conscience à ce niveau. Là, par exemple, Endoy sur le côté, il y a 4 joueurs à l'intérieur des 16, c'est quand même un petit peu plus simple pour se créer une occasion de qualité. Et c'est l'occasion de Sceaux, le fameux ballon de toucher dans la surface. Autre exemple ici, de Rodriguez, 4 ou 5 personnes aux abords de la surface, même s'il n'y a pas de centre. Là, la question de l'occupation de la surface a été réglée. Problème ensuite qui surgit, le manque d'automatisme. Là, on en vient au choix de Yakin et aux limites de l'adaptation. Le fait de mettre une fois Endoy à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, eh ben, ça facilite pas la création d'automatisme. Trop souvent, dans ce match, on s'est retrouvé avec des incompréhensions entre les joueurs offensifs. La Rodriguez qui veut mettre en retrait, Endoy est parti. La Freuler qui veut mettre vers Endoy, Endoy est parti en profondeur, Freuler veut lui mettre dans les pieds. Ça dit quand même quelque chose, une forme d'incompréhension. La Xhaka qui va mettre sur le côté sur Rodriguez, c'est pas bien mis, c'est pas bien lu. Bref, il y a trop d'actions qui ont été avortées du côté suisse parce qu'on s'est mal compris. Et forcément, quand on change tout le temps, eh ben, on crée ces difficultés-là. Alors bien sûr, là, Yakin était sans doute obligé de changer par l'absence de Manzambi et de Vargas, mais ça prouve qu'on ne peut pas tout le temps changer et que ça fonctionne parfaitement, en tout cas au niveau offensif. Et enfin, ce qu'il y a derrière tout ça, et je pense que c'est le plus important à retenir, c'est le manque de créativité et le manque de qualité, finalement, dans le dernier tiers pour l'équipe de Suisse. Sans Manzambi, et on l'a tellement dit jusqu'ici, la Suisse est dépourvue d'inspiration. Un exemple statistique, les duels offensifs, donc ça veut dire des duels seulement au sol, hein. Donc c'est les dribbles, ce genre de choses, le fait de résister à la pression et tout ça. La Suisse n'a gagné que 43% de ses duels offensifs dans ce match-là. Il faut quand même dire que globalement, la Suisse n'est pas une équipe qui gagne beaucoup de duels offensifs, mais là, on est dans un chiffre relativement bas. Et les limites qui vont surgir, c'est notamment Rieder, qui, quand il est proche de la surface, il est quand même un peu moins inspiré, un poil plus bas. Et oui, il fait mieux que Jachari, mais ce n'est pas non plus un meneur de jeu créatif. Autre chose, je trouve qu'il y a eu peu de dribbles, peu de volonté de vraiment d'aller dans le duel, de créer du chaos chez l'adversaire. Trop souvent, la Suisse est entrée dans une démarche de construire et de faire la passe en plus autour de la surface, sans forcément fixer son adversaire, sans forcément créer un duel, etc., etc. Elle a très rarement mis en difficulté son adversaire. Les fois où elle l'a fait, on voit que ça peut tout de suite amener quelque chose. Mais ce n'est pas en le faisant une fois que ça va forcément marcher. Là, c'est intéressant parce que Endoy va aller dans la fixation avec son défenseur. Ça va amener du monde autour de la surface et ça va permettre de créer une action intéressante. Le fait d'être dans la fixation déjà, d'être dans le 1 contre 1, ça permet de donner du temps à ses partenaires pour se rapprocher, pour aller dans des zones de déséquilibre. Et là, c'est le cas, par exemple, quand Endoy fait ce 1-2 avec Xhaka. Il y a presque penalty. Vargas aussi en prolongation va être un peu plus dans le fait d'affronter. Et rien qu'en affrontant, on voit qu'il y a 2 joueurs qui sortent sur lui. De fait, ça libère Xhaka en soutien qui va pouvoir faire une frappe. Alors il est un peu gêné par l'arbitre, mais ça crée quelque chose. Et il faut essayer d'affronter. Il faut essayer de provoquer quand même le destin dans ces moments-là, quand il faut changer vraiment un match. Une chose qu'il aurait fallu plus aussi, c'est des passes et des appels vers les 16. Xhaka a fait quelques passes dans ce sens-là, comme ici vers Sceaux. Et forcément, c'est des moments qui peuvent créer un petit peu de danger, mais on n'en a pas assez eu du côté suisse. Et là, on a un exemple un petit peu tout bête, hein, mais Xhaka qui a la balle, on est à l'antième. Alors évidemment, peut-être qu'il n'y a pas l'envie de se livrer, on a envie d'aller en prolongation, mais quand même, tu as Xhaka qui a la balle, tu as 4 joueurs qui attendent le ballon dans les pieds, et il y a un espace qui est énorme, qui s'ouvre derrière la défense colombienne, personne ne l'attaque. Il va falloir que l'action continue pour que finalement il y ait un appel qui se fasse.
et qu'on voit que ça peut créer quelque chose. Donc là, c'est So qui va trouver Endoy en profondeur. Tout de suite, ça amène quelque chose d'un peu plus dangereux. Et on l'a dit déjà en début de Coupe du Monde que ces courses, ces appels sont vraiment de nature à déséquilibrer un adversaire et au moins créer un petit peu de danger. Une défense, elle est à l'aise quand elle n'a pas besoin de gérer les appels, quand elle peut gérer que des duels. Mais dès qu'il y a des appels, des courses, des déplacements, là, une défense, elle est mise en difficulté et là, elle doit presque parfois faire des choix. Si elle est bonne, elle fait les bons choix, elle lit bien le jeu. Si elle n'est pas bonne, elle peut vite se retrouver en difficulté. Donc, si on résume, pour moi, la raison pour laquelle la Suisse n'a pas gagné ce match, c'est le fait qu'elle manquait d'inspiration, de créativité dans le dernier tiers. Yakin n'était pas mis dans la facilité avec les choix qu'il avait à faire, mais je pense que déjà le premier choix qu'il a fait en mettant Jachary n'était pas le bon. Ça a été bien corrigé ensuite, mais globalement, avec les joueurs qu'il a choisis, dans sa sélection, mais aussi dans ses choix de match, il n'a rien fait pour influer positivement le résultat du match. Il a eu beaucoup de joueurs de contrôle, des joueurs d'effort, et ça, il ne faut surtout pas le reprocher parce qu'on va en parler tout de suite, mais très peu de joueurs de créativité et d'inspiration. Et en fait, dans ce contexte-là, il fallait peut-être un coup de chance pour que la Suisse marque un but. Et quand la Suisse se crée 0,4 XG sur un match de Coupe du Monde en 120 minutes, c'est une pauvreté qui est abyssale à ce niveau-là. Et il faut quand même s'en rendre compte. Ça doit être une leçon. Alors peut-être que ce sera plus facile de se créer des occasions contre l'Argentine parce qu'elle se découvrira un tout petit peu plus, mais quand même, on est à un niveau qui est plutôt inquiétant. Et je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire de ce que la Suisse a produit avec le ballon en phase offensive sur ce match de Coupe du Monde. On va maintenant passer à pourquoi la Suisse n'a pas perdu ce match lors des 120 premières minutes. Autrement dit, pourquoi elle a été aussi forte défensivement pour faire un nouveau clean sheet, un deuxième clean sheet de suite. Donc la Suisse a défendu comme à chaque fois dans un 4-4-2, plus ou moins haut. Là, c'est Jachary qui sortait avec Mbolo pour faire la première ligne de 2. Beaucoup de compacité, beaucoup d'activité défensive. On va faire chercher le porteur. On remonte le bloc quand il faut le remonter. On va enclencher des séquences de pressing quand on peut enclencher des séquences de pressing. On est plus bas quand il faut être plus bas. Bref, défensivement, à ce niveau-là, c'était assez clair et c'est dans la lignée de ce qu'on a déjà vu contre l'Algérie. Le comportement défensif global était vraiment bon de la part de l'équipe de Suisse, avec une volonté d'être actif sur le porteur de balle, de le faire jouer, d'être toujours agressif, avec des joueurs qui viennent aider, qui dédoublent. On parle beaucoup notamment des ailiers, parce que les ailiers, c'est évidemment ceux qui se sont montrés les plus actifs à ce niveau-là. Mais au milieu, ça a travaillé beaucoup aussi. On ne peut pas enlever à la Suisse qu'elle se soit vraiment battue. Même s'il y a des moments où, à force d'être un tout petit peu limite dans ses temps d'intervention, la Suisse a concédé quelques occasions. Elle a pu quand même compter sur Kobel qui a été juste quand il a fallu être juste. Mais là, on voit encore une fois cette solidarité défensive avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs qui sont derrière le ballon alors que le ballon il est à moins de 20 mètres. Donc ça, on ne peut pas enlever à la Suisse de s'être vraiment battue, d'avoir vraiment mis la Colombie en difficulté sur ses actions offensives. Ce qu'il faut évidemment souligner, c'est le travail des alliés. Rieder qui vient suppléer Zakaria sur le côté droit, côté gauche, Endoy a fait pareil pour suppléer Rodriguez. D'ailleurs, Endoy fait globalement un très bon match défensif. Endoy sur ce match-là, il fait 4 interceptions défensives. Il n'y a aucun Suisse qui a fait plus d'interceptions que lui. Ça dit quand même beaucoup. Et ça dit en fait son attitude, son envie de défendre pour l'équipe. Là, c'est l'exemple de l'action où Xhaka va écoper de son carton jaune. Dans la continuité de l'action, donc Endoy était dans la zone du ballon au départ, dans la continuité de l'action, une dizaine de secondes plus tard, c'est lui qui vient récupérer la balle devant la surface pour défendre son but. Globalement, la Suisse a aussi bien géré Luis Diaz, notamment par Zakaria, qu'on n'a pas beaucoup vu dans des duels directs avec Diaz, mais c'est le fait de toujours l'accompagner, toujours compenser ses mouvements, ses déplacements, le rendre presque inatteignable, qui a permis notamment à la Suisse d'éteindre Luis Diaz. Et ensuite, l'entrée de Widmer a été globalement correcte à ce niveau-là. Et on voit là par exemple une intervention à la surface où Diaz est en position intéressante et Widmer intervient bien. Maintenant, je crois que s'il y a un joueur à mettre en exergue, et ce n'est pas forcément celui qu'on ressortait, en tout cas avant cette Coupe du Monde, c'est Nico Elvedi. Nico Elvedi, il est en train de faire sa meilleure compétition avec l'équipe de Suisse.
En fait, je le trouve très juste dans sa manière de défendre. Et là, on a par exemple un ballon en profondeur et il réagit très rapidement, il s'oriente très rapidement pour courir vers l'arrière, pour accompagner son attaquant en ayant toujours le regard au ballon. Il voit toujours ce qui se passe avec le ballon et il peut voir par exemple là qu'il y a une déviation et s'adapter très vite et faire son interception, son intervention nécessaire. Elvedi, il est quand même toujours dans la concentration et ce qui n'est pas du luxe quand on joue avec Akanji, Akanji peut être un petit peu dissipé dans le sens où il va sortir dans des zones où il ne doit pas sortir, mais de par son talent, souvent il arrive à faire l'interception nécessaire, mais il faut être quand même capable de compenser quand ce n'est pas parfait. Et là, Elvedi a quand même beaucoup de justesse, il s'adapte beaucoup à la situation, il est toujours bien orienté, il a toujours, je répète, le regard vers le ballon, et ça c'est quand même primordial quand on est défenseur. Donc il regarde toujours le ballon, donc il peut toujours s'adapter. Et là, il voit que le ballon est trop court, il peut se retourner, il intercepte. Au total, Elvedi, il fait 0 tacle. Il essaye 0 tacle du match. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un défenseur qui défend debout. Donc c'est un défenseur qui est en action, en activité, qui ne se fait pas annuler, qui ne se fait pas éliminer. Et ensuite, il fait 3 interceptions dans ce match et 7 dégagements. Bref, on est dans un match de justesse défensive de la part de Nico Elvedi. Il n'intervient pas quand il ne faut pas intervenir, il intervient au bon moment quand il faut intervenir. Dans le duel, il les joue intelligemment, pas trop fort, mais juste intelligemment pour que les autres soient en difficulté. Bref, c'est un défenseur qui est vraiment dans la meilleure période de sa carrière actuellement, je pense. Maintenant, la Suisse a quand même concédé des occasions sur ce match. Il y a, je crois, 1 et quelques DXG pour la Colombie. Ça dit quand même des occasions. Ce qu'il faut souligner, c'est que déjà, la plupart des occasions colombiennes viennent d'erreurs de relance ou de construction de l'équipe de Suisse. De la part de Xhaka, de Jachari, il y en a d'autres. Le fait que ça vienne d'erreurs de relance, c'est presque un avantage pour la Suisse. Cette Suisse-là qui est assez équilibrée dans sa façon de jouer. Parce qu'au moins la Colombie n'arrive pas à se créer des occasions avec beaucoup de monde et à amener du surnombre en fait. La Colombie joue les transitions, mais la Colombie défendait aussi beaucoup. Donc la Colombie arrivait avec peu de joueurs et la Suisse pouvait corriger, s'adapter, rendre en tout cas l'action difficile pour la Colombie qui ne pouvait pas profiter d'un déséquilibre. C'est quand même arrivé plusieurs fois, parfois plein axe ici, on voit que c'est récupéré, frappe de loin, alors elle n'est pas cadrée. Et puis quand même, on est obligé de le signaler, il y a un petit peu de chance, notamment à la 115e minute, avec l'erreur d'appréciation sur un long ballon de Xhaka. Xhaka qui en fait peut-être un petit peu trop en voulant se mettre sur la ligne de ses défenseurs sur cette action et qui gère mal son intervention et qui offre une occasion en or à Campas. Et là, il y a quand même un tout petit peu de réussite pour l'équipe de Suisse. Donc ce qu'il n'y a vraiment pas à enlever à l'équipe de Suisse, c'est la solidarité défensive qu'elle affiche depuis 2 ou 3 matchs, sa capacité à souffrir et à défendre ensemble et à aimer défendre. Et ça, il faut quand même le relever et c'est quand même ce qui fait la clé de la Suisse dans ce mondial. C'est comme ça, je pense, que la Suisse entend et compte aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde, aussi contre l'Argentine. Maintenant, est-ce que tu peux faire un quart de finale de Coupe du Monde sans rien mettre en place pour aller créer du danger, pour aller amener du danger chez ton adversaire, qui plus est l'Argentine? Je trouve que c'est un tout petit peu osé quand même. Je pense que Yakin doit au moins trouver des solutions pour animer offensivement son équipe. Alors peut-être que ça viendra avec Vargas et Ndoye plus Embolo. Si on a déjà les 3, ça fait déjà un danger de plus. Là, tu peux amener de l'équilibre, comme ça a été fait beaucoup en qualification, avec Rieder, en l'occurrence, qui était en numéro 10. C'est peut-être la composition la plus logique compte tenu du contexte. On sait que dans cette équipe, tout le monde défendrait. Et je pense que pour Yakin, c'est un équilibre qui est important à avoir. Mais il faut aussi du danger, qui plus est en profondeur. Et là, on a peut-être, avec Ndoye, un petit peu avec Vargas, les seuls joueurs qui peuvent amener de la profondeur à cette équipe de Suisse. Je pars évidemment du principe que Manzambi ne sera pas là, parce que je doute, vu la nature de la blessure qu'il a pu avoir, qu'il arrive à se remettre sur pied d'ici à samedi. Au final, tout ça, ça va m'amener à un constat qui va sans doute pas être très populaire, mais moi, cette équipe de Suisse, elle m'embête un petit peu. J'ai de la peine à m'emballer pour ce que produit cette équipe de Suisse. Alors, on ne peut pas lui enlever ses valeurs de combat, ses valeurs défensives, ses valeurs de solidarité, et ça, c'est très bien. Et je comprends que ça participe de l'engouement qu'il y a autour de cette équipe, mais moi, je l'attends, je l'espère un peu plus créative et être capable d'amener un petit peu plus de danger. Là, je trouve que c'est une équipe qui néglige un tout petit peu le jeu. Alors qu'elle a des qualités, elle arrive à sortir la balle, et ça parce qu'elle a toujours eu ces joueurs-là avec Xhaka, avec Akanji, etc., etc. Mais il faut quand même amener un ou deux éléments capables de déséquilibrer. L'équilibre défensif à outrance, je pense qu'à terme, ce n'est pas forcément une bonne chose pour le spectacle et même pour le résultat.
Cela dit, sur un match, ça peut suffire. On voit les difficultés que l'Argentine rencontre dans ces matchs. On voit les fragilités défensives qu'elle peut avoir. On voit qu'elle est parfois très dépendante de Messi, peut-être trop. On voit qu'elle bouge relativement peu, qu'elle a peu de mouvement, peu de course, peu de vitesse. Une équipe bien en place, comme est l'équipe de Suisse actuellement, elle peut vraiment mettre en difficulté cette équipe d'Argentine. Et il faut bien se rendre compte qu'on est dans un quart de finale de Coupe du Monde et qu'au final, peu importe la manière, l'équipe de Suisse sera contente si elle se qualifie. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Donc voilà, moi je reviendrai évidemment sur le match contre l'Argentine en début de semaine prochaine, en espérant qu'il y ait une demi-finale derrière qui arrive. Quoi qu'il en soit, on sera là pour en discuter. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos remarques, à partager aussi vos opinions sur cette équipe de Suisse-là, qui peut-être vous emballe, vous transporte. Je n'ai pas de souci avec ça. L'important là-dedans, c'est qu'il y a un échange. Moi, je réponds toujours aux commentaires quand ils sont bien amenés, quand il y a matière à débat, à discuter. Et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci pour votre soutien et on se retrouve en début de semaine prochaine. Allez, ciao.